C'est bon? C'est bon. Il y a quelques mois, je rencontre cette femme, Corinne Isnar-Banis, professeure de médecine. Je lui confie mon expérience malheureuse avec des soignants, je lui décris une relation de soins qui ne fonctionne plus, et je vais jusqu'à lui parler de maltraitance. Loin de me juger ou de me condamner, elle m'explique que c'est précisément la raison pour laquelle elle a créé en 2015 une formation réservée aux soignants. Je travaille avec des équipes que je connais depuis très longtemps sur le plan clinique, qui sont des gens dont je sais que ce sont des gens merveilleusement investis dans leur métier. Et pour autant, même avec ça, je les vois de temps en temps avoir des attitudes que j'aimerais pas avoir, qu'ils aient à mon égard ou à l'égard de mes proches. Son diplôme universitaire s'appelle « Méditation, gestion du stress et relations de soins ». Il dure 6 mois. Je comprends que ce DU est là pour leur réapprendre l'empathie, la compassion, la bienveillance. Et la demande est forte. Des soignants se portent candidats par dizaines de toute la France. Elle peut en accueillir une 40aine chaque année. C'est très important pour nous de savoir si vous allez bien, parce que c'est de ça dont on va parler. Ce qu'on essaye de partager dans cet enseignement, c'est de rediscuter ensemble de pourquoi on est soignant, de qu'est-ce que c'est que la relation de soins, et de comment on peut découvrir, utiliser, pratiquer la méditation de pleine conscience pour à la fois être de meilleurs soignants et en même temps se protéger, entre guillemets, de tout ce à quoi on est exposé en tant que soignant. Retisser un lien patient-soignant, remettre du sens dans sa pratique. Il existe une dizaine de formations de ce genre en France. Celle de Corinne a la particularité de passer par la méditation de pleine conscience. Elle accepte de m'en ouvrir les portes. Viendez, Rebecca. J'ai été aux côtés de ma mère pendant plusieurs années, puisqu'elle a eu un parcours de soins très compliqué, jusqu'à son décès il y a quelques mois. Et en allant au rendez-vous avec elle, en l'entendant, en l'écoutant, j'ai été confrontée à des choses qui me paraissaient paradoxales. Ma mère me racontait des moments avec des chefs de service où elle pleurait avant, elle pleurait après, parce qu'on lui avait un peu mal parlé, qu'on avait été froid, qu'on avait mal communiqué avec elle, ou pas communiqué, ou annoncé des choses très brutales, avec assez peu d'empathie et de bienveillance. Et je comprenais pas. Le soin, c'est pas juste une ordonnance ou un examen, une IRM. Le soin, c'est un tout, enfin à mes yeux en tout cas. Comment des gens qui ont choisi comme parcours de vie, comme chemin professionnel, le soin, l'être au soin, peuvent-ils devenir un peu durs, parfois peu compatissants, parfois malveillants, et j'irais même jusqu'à dire parfois maltraitants? Maltraitant, j'ai lâché le mot. Je crains d'avoir jeté un froid. Et puis non. Je me sens par moments mauvais médecin. Ouais. Ouais. Pas par rapport à mes compétences, mais dans le relationnel, oui, je ne me sens pas bon médecin à l'heure actuelle. Et j'espère que ça va changer. Je n'ai pas le temps de m'occuper comme je voudrais, comme je pense que la relation serait la meilleure. C'est un exemple tout simple. Quand vous avez un patient de 90 ans, que vous avez 15 minutes à lui accorder, vous avez déjà 30 minutes de retard, et que rien que le fait, lui, de se lever de la salle d'attente, d'aller dans votre cabinet, de se déshabiller, de se rhabiller, vous avez déjà 10-15 minutes d'écouler. Je vais trop vite, j'ai peur de faire des erreurs. Ouais, il risque de passer à côté de quelque chose. De passer à côté de quelque chose de potentiellement grave. T'es pas un mauvais médecin, c'est le fait que tu as ta formation, tu as le contexte, et tu fais en fonction du contexte. Alors c'est vrai que si ça pouvait être un outil de prévention, la méditation, là, pour prévenir justement cette pensée qu'il a, parce que c'est une pensée, une pensée, je suis un mauvais médecin, ce n'est qu'une pensée. Repositionner les choses dans le contexte. Dans ton contexte aujourd'hui, boulot, tu peux pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement. C'est pas de ta faute. Ouais, c'est pas de ta faute. T'as pas culpabilisé, et puis tes émotions, bah voilà, c'est pas toi, quoi. C'est moi qui vais beaucoup vous accompagner pour un peu le coaching des mémoires. Manifestement, c'est un truc qui vous stresse toujours beaucoup. Bien sûr, ça nous sert à valider en gros l'année, mais surtout, c'est un moment d'échange où vous allez pouvoir partager votre vision du sujet que vous serez approprié. Et donc, vous allez voir qu'il n'y a aucune raison d'être stressé pour les mémoires.
quand je dis à mes chefs à l'hôpital que je dis que je vais faire un diplôme universitaire, ils me disent très bien. Et quand je leur dis que c'est de la pleine conscience, ils sont toujours un petit peu étonnés. Et je ne le crie pas sur les toits que je fais un début de méditation. Parce que... Ah ouais, pourquoi t'as honte? Moi, j'ai pas honte, mais je suis pas sûre que tout le monde comprenne. Quand on parle de méditation, quand vous, je sais pas, si vous avez dit à vos proches que vous alliez faire un DU de méditation, assez souvent, ou en tout cas nous on avait assez souvent ça, les gens tout à coup se mettaient à faire ah oui, oh. Voilà. Ça veut dire que dans l'esprit de beaucoup de personnes encore, la méditation est associée à quelque chose d'exotique, quelque chose d'oriental, associé au zen, à des monastères. Et l'enjeu de la méditation, tel que nous la transmettons à nos patients, c'est le même. Comment faire pour que dans la vie qui est la mienne, eh bien, il me soit possible à certains moments de faire preuve d'apaisement, de discernement pour mieux traverser tout ce qui compose mon quotidien. Notre poitrine et notre ventre s'élèvent et s'abaissent à leur rythme. La conscience du mouvement de l'air dans notre nez, dans notre gorge, à chaque inspiration, à chaque expiration. C'était très dense aujourd'hui. T'as quel âge, Nicolas? Anne, ah oui, il est tout jeune. C'est vrai, ça. Bon, et Nadège, quand t'arrives, tu dois donner les prénoms de tout le monde. Ah oui, c'est le défi obligatoire. Allez. Sinon, tu pars. tu as bien. Nicolas, Émilie, Alexandra. Oh, putain, pour nous. Déjà, c'est quoi ça? Pas mal. C'est bon, t'es accepté. Oui, c'est ça. Ah, vous prenez les entrées? Alors, ceviche, j'ai deux ceviches pour moi. Ouais, moi je veux bien ceviche. Moi, je veux bien un ceviche après tout. Super. C'est Biarritz. Nous, en tant que soignants, on a déjà ce biais de sélection. C'est qu'on pense qu'il est dans sa maladie. Or, il n'est pas dans sa maladie. Il est une personne qui a contracté une maladie. C'est pas la même chose. Il est pas sa maladie. Exactement. Et ben, c'est justement le problème, c'est que les soignants n'ont même pas le temps d'être dans cette écoute active, de comprendre le patient et de l'accompagner dans sa réelle histoire. Ils sont dans l'accompagnement de sa pathologie, ses effets secondaires, ce qu'il faut mettre en place pour l'accompagner au mieux en termes d'aide à domicile, et on s'arrête là. Et les accompagnants, on les accompagne même pas. Alors que là, ils sont encore pire, c'est encore de côté. Moi, je vois là déjà un patient qui a un cancer. Tu t'occupes quand il a un cancer. Dès qu'on te dit que tu es en rémission, bah ciao. Oui. Va voir les associations, débrouille-toi à l'extérieur et vis avec ton épée Damoclès, on te revoit dans 3 mois. Et l'hôpital public n'a pas les moyens, en fait. Même extérieur. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire chacun d'entre nous pour l'hôpital au sens grand H? Ça, je ne sais pas. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est pour nous. Et cette formation, elle est là pour moi, en fait, pour me permettre de me sentir bien avec moi-même. Et aujourd'hui, que ça va de mieux en mieux avec moi-même, je suis prête à apprendre pour aider les autres. Enfin, ça fait longtemps que je le fais, mais de façon plus juste, en fait. En tout cas, qui correspond à mes valeurs. Est-ce qu'il t'est arrivé de sentir que tu n'étais pas complètement juste dans l'être aux soins avec les autres? Ah ouais, des fois, j'ai envie de les exploser, hein, quand même. Hein. Donc, il y a des fois, on se reconnaît pas, quoi. Ah oui, c'est ça. Des fois, on est... en fait. Et c'est là où on se dit, mais ça va pas, quoi. On n'est pas maltraitant, mais on n'est pas correct. Et quand on n'est pas correct, c'est qu'il y a un problème. C'est pas la personne qui est en face de nous qui va pas, c'est nous qui allons pas bien. Beaucoup de gens viennent dans ces formations continues professionnelles alors qu'ils ont beaucoup d'expérience professionnelle à un moment donné de leur parcours où ils ont besoin de rebattre les cartes de c'est quoi en fait la relation de soins. Ils ont perdu le sens de leur métier.
remis de la soirée? Vous avez pas fini Ouais. trop tard? Non, on est parti vers 9h. Bonne soirée, gardez ses lunettes de soleil. Il est fatigué? La nuit a été dure. C'est bon, on s'est couché tard, mais... Ouais, c'est bon. Parmi vous tous, est-ce qu'il y en a qui sont infirmiers ou infirmières? Ouais. Des médecins. Voilà, beaucoup. Après, j'ai oublié sûrement des professions. Aide-soignant, psychologue. Donc, le premier thème, c'est méditation et émotion. Donc, on va méditer, on va commencer à méditer d'une façon qui nous permet d'être en relation avec nos émotions. Et donc, vous pouvez fermer les yeux et puis on essaie d'avoir une posture avec le dos qui est droite. Si vous avez des talons, vous pouvez retirer vos chaussures, comme ça vous avez les pieds bien ancrés dans le sol. J'ai essayé de former les soignants, mais il y a des résistances. Voilà, je vois bien, il y a du personnel soignant en souffrance, mais qui, il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore, quoi, parce que si on commence à regarder, on va s'effondrer. Si on commence à voir qu'on va mal, on est censé être celui qui va bien et qui aide les autres. Donc, c'est pas simple. Hein. Il y a une infirmière qui m'a dit, non mais moi, ça fait 30 ans que je suis en psychiatrie, je me suis jamais posé la question de mes émotions. Enfin, si j'avais des émotions. Enfin, elle comprenait. Elle m'a dit, c'est dingue, quoi. Et depuis que je m'occupe de mes émotions, j'essaie de prendre soin de moi. Une infirmière qui est dans le dévouement et le sacrifice en permanence en psychiatrie, une infirmière de secteur géniale, et pour la première fois, elle commence à s'intéresser à elle, à se poser les questions de ses besoins. Moi, j'essaie d'amener une curiosité pour les émotions, ses propres émotions, pour les soignants eux-mêmes et pour celles des autres. Et peut-être des grilles de lecture qui permettent d'avoir moins peur, finalement, de la souffrance, de sa propre souffrance pour aller pouvoir la regarder, travailler dessus, et d'avoir moins peur de la souffrance des autres, et du coup d'avoir moins de rejet. En France, on a quand même un problème avec la vulnérabilité. Quelqu'un de vulnérable ou fragile, c'est quelqu'un qui n'est pas compétent. Et donc, tout ce qui est du domaine des émotions, de la tristesse et puis des traumas, on le met sous le tapis. Sauf que souvent, les gens sont maltraitants parce qu'ils n'ont pas regardé les séquelles en eux de ce qu'ils ont vécu. Et le bonheur des soignants, c'est la clé pour qu'ils puissent mieux soigner, ça c'est sûr. Mais c'est une évidence. Voilà. C'est pas forcément évident pour tout le monde, même pour les soignants, de faire le choix de la bienveillance, en fait. Il y a quelque chose de rassurant dans une posture de retrait qui parfois suffit à donner une impression qu'on n'est pas empathique, en fait. Donc il y a ça quand même qui est... Bon, les soignants sont aussi là pour rassurer, pour encadrer, pour montrer qu'ils savent. Et ça, c'est aussi important. Et parfois, c'est un peu confondu avec une posture de retrait ou de distance qui peut être prise pour un manque d'empathie, en fait. Imaginez que vous êtes invité chez des personnes que vous ne connaissez pas très bien. Et si c'est un couple, l'un des deux vous remet un plateau dans les mains en disant, est-ce que tu peux amener ce plateau dans le salon? Et sur le plateau sont posés tous des verres en cristal. Vous prenez le plateau, il y a une petite défaillance sur la poignée, vous vous en rendez pas compte tout de suite, et patatras, tout se casse la figure et tous les verres sont par terre, cassés. Tout de suite, qu'est-ce que vous ressentez physiquement? Quelles sont vos émotions et toutes vos premières pensées? Je suis vraiment trop nulle. La gêne. Ah, de la gêne, ça c'est l'émotion, hein? C'est la culpabilité. Moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas quelqu'un qui était blessé à cause du verre et jusqu'où était parti le verre. Ah, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est blessé? Jusqu'où est parti le verre? Chaleur dans les joues et le cœur qui bat vite. Le cœur qui bat vite, chaleur dans les joues, j'ai pas entendu. C'est quoi ce plateau de merde? C'est quoi ce plateau de merde, la pensée? On m'en veut, ils ont fait exprès. Ouais, ils ont fait exprès, on m'en veut. Donc si on déploie un peu ce qui se passe, vous êtes d'accord qu'il y a un coup de stress, hein? Ouais. Quand on va être dans des situations stressantes, on va beaucoup plus vite se dire « Ah mais là, je suis en état de stress. Je vais plutôt d'abord m'occuper de réguler mon stress avant de croire à mes interprétations. » La pleine conscience, ça aide à ça notamment. Hein. C'est plus vaste que ça, mais notamment. On ne va pas changer ce qui nous arrive, mais on va changer la façon dont on regarde ce qui nous arrive. Parfois,
La compassion qui est ressentir la souffrance de l'autre et avoir suffisamment de stabilité en moi pour trouver du courage pour l'aider et l'accompagner. Je ne l'ai que si je ne suis pas dans du stress intense. Parce que sinon, ce n'est pas du courage que je vais avoir, c'est de l'aversion en me disant c'est bon, moi j'ai eu ma dose. Si j'ai entendu toute la journée des personnes qui souffrent, à qui j'annonce des diagnostics difficiles par exemple, et que je ne me ressource pas, à la fin, enfin le mot est fort, mais quand même, je risque d'être maltraitante pour les personnes à qui je m'adresse. Évidemment, ce n'est pas mon intention, mais c'est ce qui va sortir parce que j'en peux plus. Puis au tout début de la formation, je prends conscience des choses. Après, les rectifier, je pense, c'est un travail de longue haleine. Ça va être essentiellement déjà cette dispersion, éviter la dispersion, éviter ce happing d'une tâche à l'autre en disant il faut que j'envoie. Alors je me recentre et puis je me concentre sur ce que j'ai à faire maintenant dans l'instant présent et je me projette pas à ce que j'ai à faire demain, à rappeler un tel, à faire un mail à un tel. C'est ça en fait c'est cette gymnastique d'esprit et c'est ce vagabondage mental qui est un peu épuisant. Tu vois, je me suis trompée de route en plus. C'est la concentration, la dispersion mentale. Bonjour Marie. Salut. Tu vas bien? T'as vu, je t'avais laissé des petits mots doux. T'es pas très en forme. Hein? T'es pas très en forme. Je suis fatiguée. Ah. C'est un an de victime. Ah non, oui. Mais parce que du coup, Marie, elle travaille aussi le week-end, donc... Donc, quelle heure ce matin? Ce matin. Là, je crois qu'on va pouvoir le féliciter. Ce monsieur? C'est 9-3, il est à 7-5. Oh, yes. Et après, ce monsieur, c'est un monsieur que je connais déjà. Et j'ai pas noté. J'ai un trou de mémoire. Il faut qu'on soit en forme. Parce que moi, je termine tard. Comment ça va? Je m'en sors pas trop mal. Par rapport au poids, c'est ça qui vous inquiète? Par rapport à... Non, je suis à 7,5. Non, c'est hyper bien. Je me suis dit, je vais le féliciter. Il passe 7,5. Hyper bien. 7,5 en étant inactif. Ça veut dire que ça pourrait être 6,5 en bougeant. Bah là... Ça serait génial. Comment on peut faire? Allez-y, je vous en prie. Dans votre vie en général, là, ça va plutôt? Dans mon vie en général, c'est juste des gouttes qui me fatiguent assez. Oui, la goutte. Des crises de gouttes. J'avais les douleurs au pied. Mais donc du coup, ouais, entre les douleurs, la formation terminée... Ouais, c'est ça. C'est mon diplôme que j'ai. Génial. Waouh. Top. Ouais, ça, c'est mon agrément qu'ils m'ont envoyé. C'est super. Eh bien, bravo. C'est mon métier, ouais, c'est ça. Et donc là, vous allez... C'est un local maintenant. Un local, ouais. Voilà. Et bravo, hein, félicitations. C'est super ce que vous avez fait. C'était difficile, mais ça va. C'était difficile, mais vous avez surmonté tout ça, c'est très bien. Ça me chamboule, ouais, ça me chamboule. Puis finalement, de voir aussi les réactions des collègues, enfin, tout ce qui émerge de cette formation, on sent les sensibilités, les difficultés, voilà, on a tous nos petites blessures. Donc en fait, on vient tous là avec nos bagages et on se révèle un peu. Et puis on découvre aussi, on se découvre, on se réécoute en fait, aussi nous en tant que soignants. Ce qu'on faisait peut-être pas jusqu'à présent, en fait. Trouver le temps de s'écouter dans nos propres besoins de soignants pour pouvoir être à l'écoute des autres. Donc ça marche? Ça marche, ouais. Tu es relâché. Allez-y, installez-vous. Entrez, venez, il y a encore de... côté, allez hop. Entrez. Ah, bonjour, je suis ravi d'être là, c'est super, vous avez l'air à peu près tout en forme. C'est pas un cours, vous avez compris. On va essayer de vivre un truc ensemble. Et donc ce que je vous propose, c'est tout de suite une première pratique et ensuite qui va permettre ensuite de faire le petit tour. Je vais vous poser 3 questions. Comment ça va pour moi aujourd'hui? On va passer à
si vous voulez bien, à la deuxième question. Comment ça va pour moi maintenant? La dernière. Comment ça va pour moi à cet instant? Voilà, laissez émerger de manière assez spontanée. Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Bonjour, moi c'est Alexandra. La question du ça va, effectivement, ça m'a rejoint sur le micro d'hier, la question d'hier. Donc je me suis fait un petit body scan, hein, ça allait bien. La deuxième question, bon, elle a commencé à être... je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai fait mon body scan, j'ai pas de douleur, je dis que je vais bien, donc c'est OK, quoi. Ça va. Et par contre, la troisième m'a vraiment agacée. Et corporellement, c'est là où, du coup, j'ai dû ouvrir les yeux parce que je sentais que c'est bon, j'avais fait mon body scan, je me sentais bien, on insistait. Et en fait, j'étais OK. Donc, OK, je voulais pas ça, donc j'ai ouvert les yeux plus tôt. Et je pense qu'avec après ce recul, c'est que je n'ai pas de théorie. Et là, j'ai l'impression, alors c'est pas contre vous, mais j'ai l'impression de repartir sur un cours où j'ai l'impression que je vais encore avoir un manque. Et du coup, je suis sur cette fin-là, me dire, mais ça va être quoi la suite? Parce que là, encore une fois, on est en train de faire un tour. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que c'est une perte de temps parce que je suis venue pour un DU pour apprendre quelque chose et j'écoute les histoires des autres, ok, qui sont intéressantes et je suis de tout cœur avec tout le monde, mais je suis là pour apprendre quelque chose, voilà, et je suis dans cette attente. Merci, merci beaucoup. Ce que vous avez amené là, c'est le cœur de ce qui nous empêche d'être compassionnels. Et on est tous comme ça. Donc, c'est pas vous que je vise en particulier, mais merci de l'avoir articulé, comme disent les Américains. Donc ce moment-là, il est vraiment fondamental. C'est le moment le plus important là, du cours. C'est ce qu'on est en train de vivre, pas ce qu'on est en train d'apprendre. Parce que ce qu'on est en train d'apprendre, c'est ce qu'on croit apprendre. Ce qu'on est en train de vivre, c'est ce qu'on apprend vraiment. Ce qu'on intègre. Donc il y a la connaissance, je vous assure, il y a 10 milliards de bouquins sur la compassion. Vous avez eu déjà des cours magnifiques. Mais la compassion, ce n'est pas une théorie. C'est la chose la plus difficile à exercer. C'est pour ça qu'on commence par soi. Donc merci pour le... la violence, nous sommes les premiers responsables de la violence, et je vais vous expliquer pourquoi, envers nous-mêmes. Vous savez que nous sommes contagieux. Et ce n'est pas depuis le Covid. Nous sommes contagieux. Ça veut dire que c'est par l'empathie que nous sommes contagieux. Ça veut dire que si je ne suis pas Thierry Cardozo, mais que je suis Fight ce matin, donc qu'est-ce qui se passe? La personne, elle ne vient pas voir un médecin, elle vient voir Fight. Bruce Lee, énervé. OK? Sauf c'est contagieux, ça. Donc elle, qu'est-ce qui se passe? Elle a une souffrance à déposer. Elle a nulle part où la déposer. Ou plus exactement, elle a un endroit où la déposer. Un ring de boxe. Dans quel état voulez-vous que la personne soit? Est-ce que je peux soigner cette personne-là? Donc c'est s'autoriser à voir le champ des possibles et voir qu'est-ce qui nous convient le mieux par rapport à ses propres valeurs, par rapport à son chemin, par rapport à ce truc, pour être toujours dans ce discernement de est-ce que je suis pris par la réactivité? Et je fais exprès de dire je suis pris. Quelqu'un a fait de l'aïkido ici. Est-ce que vous accepteriez qu'on montre quelque chose? Ne vous inquiétez pas, on ne va pas rouler par terre. Prenez-moi le bras. Ça va. Ça va aller. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe en général quand on fait ça? Hein? On est comme ça. Et donc là, moi, qu'est-ce qui se passe? Vous remarquez, quelqu'un s'y connaît en surface? Ça fait combien là, en centimètres? La surface de prise? Quelques centimètres. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, quelques centimètres. Donc quand quelques centimètres sont pris, moi je suis paralysé. Qu'en réalité, là c'est une prise, c'est une information, là je suis détente parce que je vois où il est. Et puis effectivement, je suis complètement libre. Tout le reste est libre. Et c'est ça qu'on oublie. Merci beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois on est saisi par un tout petit événement et tout le reste, et ça prend tout. Bonne route. Je pense qu'il y a une chose très importante aujourd'hui qui est l'évolution des attentes du public qui recourt aux soins, c'est-à-dire tout le monde.
et l'évolution de la représentation du métier de soignant. Et moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a un décalage, en fait, entre les soignants dont on a besoin aujourd'hui et la manière dont on les forme. Et cette façon qu'on a eue de vouloir faire des têtes bien faites, c'était tout à fait légitimé par une évolution scientifique assez extraordinaire des quelques décennies qui viennent de s'écouler. Mais c'est aussi ça qui a éloigné les soignants de leur posture plus humaine. Et du coup, il y a quand même une demande aujourd'hui, on lit ça partout, que les professionnels de santé n'ont plus leur rôle, l'humanité semble s'être perdue, la relation de soins, on ne sait plus où elle est, et c'est les patients qui s'en plaignent. Est-ce que tu as l'impression que tu es en train de changer, que ce DU est en train de changer quelque chose en toi ou dans ta vie, dans ta pratique? Je sens une évolution dans le sens où j'ai envie de travailler avec ce que ressentent vraiment les gens, leurs émotions, leurs sentiments, apporter en fait vraiment une dimension plus globale, plus humaine à la relation de soins que j'ai. C'est vraiment de soigner avec sa tête mais avec son cœur aussi. Souvent ils me disent c'est allé très vite. C'est allé trop vite, je n'ai pas eu le temps de poser des questions, j'ai l'impression de ne pas avoir été écouté, j'ai l'impression de ne pas avoir été compris. Et justement, ce DU me fait prendre conscience de ça, qu'il faut que je change les choses, que je change des petites choses. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Je me rends compte qu'en participant à ce DU, rien, en fait. J'ai de l'espoir, parce qu'il n'est pas trop tard. Mon épuisement a commencé, mais il n'est pas terminé. Donc c'est le moment ou jamais de changer, je pense. Et ça fait du bien. On va faire, ce sera un peu de bon, là, vous tenez vraiment à oui, ouais. Voilà, vous fermez par les yeux. On déambule dans la salle. Et au gang, il y aura une première question qui vous sera posée. Et vous y répondrez à tour de rôle au sein de votre duo. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Comment vas-tu? Comment tu te sens? Une personne seule encore. La question est... Depuis le début du DU, qu'est-ce que j'ai particulièrement apprécié? J'avais... Oh, c'est trop cool. On n'a pas fini. Tu n'as pas fini. T'es pas prête. Elle n'a pas eu le temps. Ah, t'as trop parlé. Mais oui. Je vais aller par là, moi. Moi, j'ai déjà pas compris la démarche appréciative, donc j'attends des outils. J'attends. Là, je suis demandeuse d'outils et de méthodologie pour avoir une compréhension de la démarche appréciative. La démarche appréciative, c'est décider de regarder ce qui est en vitalité, ce qui fonctionne bien. Ça, c'est vraiment un élément important. C'est une manière de rentrer en relation avec les autres pour pouvoir rentrer aussi dans des processus d'intelligence collective. Et ce qu'on leur propose aujourd'hui, c'est de se relier à des expériences importantes pour eux, dans lesquelles ils ont été dans la qualité de soins. Nous vous proposons d'explorer des situations illustrant une relation optimale. Tu vois, tu dois avoir en tête une relation optimale que tu as mis en place avec un patient. Ayant permis d'accéder aux meilleurs résultats possibles pour vous, pour le patient, pour ses proches, des situations dont vous pouvez être fiers sans fausse modestie. On n'a pas ton titre? Moi, j'étais partie sur un lien indéfectible. Oui, un accompagnement sans condition. Voilà, un lien conditionnel. Est-ce qu'il y a un lien qui s'écrit entre vous? Donc, les 6 histoires, d'abord, c'est le fluide doré, la peluche, les trésors cachés, voyageons ensemble, le lotus envasé et Chocotrans. Vous souhaitez entendre quelle histoire? Chocotrans et Chocotrans. Alors, qui a récolté Chocotrans?
Philippe accueillait quelqu'un qu'il connaissait et qui était incapable de se rendre chez le dentiste pour des soins dentaires, qui avait vraiment une phobie de ces soins-là. Il lui a notamment proposé d'essayer de retrouver un lieu sécure qu'elle avait connu ou qu'elle pouvait imaginer. Elle a vite trouvé ça en repensant à un moment de son enfance et notamment des moments qu'elle passait chez sa grand-mère. Et le titre est notamment en lien avec ça, puisque sa grand-mère lui proposait un chocolat au lait qu'elle a été capable de très bien décrire, presque de ressentir le goût, de réavoir l'odeur en étant en échange avec Philippe sur ce moment. Donc c'était quelque chose de très fort pour elle et pour Philippe aussi. Et puis il l'a recroisé quelques mois plus tard et elle a pu lui dire que depuis elle avait pu retourner chez le dentiste et faire ses soins sans difficulté. Moi je recrute à l'hôpital. Je vais m'installer à moi, tu sais. Là pour recruter, une mission du directeur, recruter quoi. Je me suis aperçue là, en cours de ces journées de DU que j'avais un fort biais négatif en fait. Et en me disant effectivement, on est toujours quand même orienté dans les souvenirs sur ce qui est difficile, sur ce qui est négatif. Et que finalement, on n'apprécie pas assez au fur et à mesure de nos vies professionnelles ou privées, personnelles, de toutes les belles choses qui nous arrivent voilà, chaque journée. Et le fait de se souvenir d'un chouette truc d'une journée, enfin, ça permet de bien dormir, quoi. Je me rends compte de l'effet groupe. Moi, je viens de découvrir ça. Je n'avais jamais découvert de choses en groupe à ce point-là. Et je suis hyper heureuse d'être là parmi tout. Enfin, j'ai rencontré plein de belles personnes. Je suis vraiment très heureuse et très remplie de cette nourriture humaine. Enfin, c'est une expérience fantastique. Enfin, ça me touche. Et après une période Covid, j'ai trouvé des super personnes. J'ai l'impression d'avoir vu la situation que j'avais vécue sous une forme... je ne sais pas si c'était amélioré ou synthétisé, mais je l'ai vu mieux, je l'ai vu plus clair, comme si j'avais pris du recul sur la situation. Et puis, je me suis sentie valorisée et je pense qu'il y a quand même une intention, l'intention de valoriser les autres aussi dans cette démarche. Donc, merci, parce que c'était vraiment chouette. Ce sujet de déjà des médecines complémentaires, ça commence à émerger quand même au sein de la fac et de la formation des médecins. Et dans notre formation, bon, sur la méditation, on n'en parle encore pas beaucoup, mais sur le côté relation aux patients et relation médecin-patient, on nous en parle de plus en plus et moi j'ai eu un ou deux ateliers pendant mon externat sur des simulations de prise en charge du patient vraiment dans le relationnel. On va le noter sur votre dossier médical. Des dysfonctionnements du système en général, malheureusement à l'hôpital on en voit beaucoup, par exemple aux urgences, mais c'est plus que moi par exemple on me mettait la pression de faire un max de consultes parce que j'étais de garde. J'ai vu plein de gens qui étaient là parce qu'ils étaient juste hyper angoissés. C'était surtout des symptômes de stress, d'angoisse. Pour moi, c'est hyper légitime quand tu es aux urgences de venir pour ça en pleine nuit, tu vois. Et il y a, t'as plein de chefs qui vont dire non mais ça, c'est de la merde, c'est bon, tu la renvoies chez elle, tu la renvoies chez son médecin traitant. Bah oui, mais en fait là, sa demande, c'est qu'il est pas bien, il est super mal, il est stressé et qu'il a besoin juste qu'on prenne le temps. Si tu me permets juste de prendre 15 minutes avec ce patient, ça va peut-être mieux se passer que si on le renvoie chez lui et qu'il revient demain aux urgences la nuit, quoi. T'as fait la copie de... Oui. Oui, c'est mieux. Et elle m'a demandé de la... Ah bah je fais n'importe quoi, là. N'importe quoi. Ça m'a demandé de l'air. Ça consiste en quoi, ta formation, en fait? C'est parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Ouais. En fait, c'est un DU qui consiste en... Ça s'appelle méditation et gestion de la relation de soins. En fait, c'est surtout axé sur
la relation de soins, donc l'empathie, la compassion, le rapport... mais c'est très global, je saurais pas comment le résumer en une phrase, parce que en fait, on a plein d'interventions différentes. Souvent, c'est très interactif. Il y a aussi pas mal d'expérientiels. Et tu as l'impression que ça t'aide surtout toi ou ça aide tes patients qui sont mieux devant toi, ou les deux? Ah, les deux. Et la porte d'entrée, c'est vraiment la méditation. Ouais, c'est la porte d'entrée. J'en ai jamais fait, je sais pas ce que c'est, j'y connais rien. Mais oui. J'espère avoir une bonne relation avec les gens quand même. Bah oui, mais non, mais en fait, t'as raison. C'est pas parce que tu médites pas que t'es pas complètement. J'espère. Oui. En tout cas, c'est un sujet qui me plaît, quoi, après. Moi, voilà, quoi. Moi, je trouve ça extrêmement positif qu'il y ait des jeunes médecins qui se posent ces questions au moment où ils vont débuter leur carrière. J'ai des souvenirs de situations extrêmement violentes, à la fois pour les patients et pour moi et pour mes collègues internes à l'hôpital, oui. Il y a des souvenirs un peu cuisants, ouais. De devoir annoncer dans l'urgence, un peu entre deux portes, des diagnostics ou des mauvaises nouvelles, sans y être du tout préparé, sans être surtout soutenu par l'équipe soignante. Enfin, on était souvent quand même largement laissés à nous-mêmes, quoi, hein. C'est pas que des bons souvenirs, les années d'internat à l'hôpital. C'est peut-être pour ça que j'ai tout de suite voulu m'installer en ville et pas rester à l'hôpital, d'ailleurs. Moi, ça fait plus de 15 ans que je reçois des internes. Et à chaque fois, c'est une surprise, une relation, un échange, un enrichissement dans les deux sens. C'est pas du tout à sens unique. Sans mes internes, je pense que vraiment, je risquerais la déprime et le burn-out, quoi. Et grâce à mes internes, l'enthousiasme est intact. Ouais. C'est la moitié, hein. On bouge les tables, hein. Ouais, on bouge les tables. On bouge les tables, on les met comme ça. Plutôt par là, comme ça. En face de moi. On va aborder là ce matin le sujet de la prévention et de la gestion de l'agressivité et de la violence. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vos quotidiens là-dessus? Je me souviens d'une patiente, il n'y a pas très longtemps, qui arrive et qui me dit « j'ai mal à l'épaule ». Mon ostéo m'a dit qu'il me fallait une IRM de l'épaule, donc je viens juste pour que vous me la prescriviez. Bah, moi, en fait, j'ai trouvé ça assez agressif, assez presque un peu intrusif de m'imposer l'examen complémentaire que je devais lui prescrire, quoi. Il y a une injonction. Une injonction, exactement. Qu'est-ce que ça a produit chez vous, ça? Ça m'a... Je dirais que au début, ça m'a un peu... ça m'a surtout interpellée. Je me suis dit, bon, te dégonfle pas, tiens-toi bien comme elle, bien droite aussi, parce qu'il y avait quelque chose vraiment de physique. Elle se tenait presque, elle est restée debout. Et puis après, ça m'a agacée. Puis je me suis dit, là, ça va me mener à rien si je reste dans cette posture-là. Le but est d'essayer d'avoir un échange. Quand vous dites, je suis un petit peu agacée, c'est complètement normal. C'est légitime, hein, mais ça ne va pas être neutre dans la façon d'intervenir et dans ce qui va se passer ensuite. Alors, je vais vous faire des petites scénettes de situation, hein. Alors, je viens vous voir pour une IRM, là. Voilà, mon ostéopathe m'a dit qu'il fallait une IRM, donc voilà. J'en ai pas pour longtemps, je suis un peu pressée. Si vous pouviez me faire l'ordonnance, s'il vous plaît. Faut que je réponde. Ça vous pose un problème? On va en discuter. Non, non. Asseyez-vous déjà. Non, j'ai besoin de ça. J'ai juste besoin d'une ordonnance. Si vous voulez discuter, on reprendra un rendez-vous après. Là, j'ai besoin de ça, juste. Ce que je vous propose, c'est que vous vous installiez. Non, vous asseyez, non, j'ai pas besoin de m'installer. C'est bon, j'ai besoin juste de l'ordonnance, là. OK? Vous avez besoin de l'avoir rapidement. Là, tout de suite, là, maintenant. Il y a quelque chose qui vous presse, qui vous inquiète? Mais il n'y a pas à discuter là-dessus. C'est mon ostéopathe. On a déjà fait le tour de la situation. Bon, voilà. Je vous sens anxieuse. Hein? Bon, alors? C'est bien. Hein? C'est agressif. Hein. C'est quoi? C'est agressif. Hein. Ah non. Moi, jouer l'agressivité? C'est pas ce que c'est. Pour calmer quelqu'un qui est dans un stress de fuite, donc d'inquiétude, la seule chose qui fait
que vous allez pouvoir l'aider à en sortir, c'est de lui poser une question ouverte. Et d'éviter de lui coller un coup de contrainte en plus. Si vous lui dites « Mais attendez, madame machin, le médecin, il n'a rien dit, hein. Vous en avez pris encore pour 15 jours, là. Hein. C'est fini. C'est foutu, là. Vous ne la récupérez pas parce que vous lui remettez un coup de contrainte. Tant que je ne suis pas moi-même calme, de quoi qu'il s'agisse en face de moi, de la réaction de l'autre, émotionnelle ou plutôt de l'ordre de la dominance et de la pression, je ne pourrais pas agir convenablement. En tous les cas, c'est un petit peu la seule manière, à mon sens, de s'en sortir à l'intérieur d'environnements qui sont difficiles. C'est-à-dire que je ne peux pas lutter, moi, et réformer l'hôpital. Je n'ai pas les moyens. Mais par contre, ce que je peux, c'est me réformer, moi, pour avoir plus de confort avec ce que je vis. Hein, parce qu'il n'y a pas de solution. Soit je m'en vais, je vais bosser ailleurs, soit je reste. Au début, quand je suis arrivée au DU, je pensais que j'allais apprendre quelque chose pour mettre en pratique pour les patients. Et Corinne m'a dit, bah non, ce DU, il est pour toi. C'est un DU qu'on fait personnellement pour soi. Et en fait, je ne le comprenais pas au début. Je n'arrivais pas à mettre... à me dire, ok, je le fais pour moi, mais moi, la méditation, j'en ai jamais fait. C'était vraiment une découverte. Et aujourd'hui, je peux dire que ce cheminement-là, bah, maintenant, tout se connecte. Et les échanges qu'on avait au début, qui me gavaient un petit peu d'écouter tout le monde, on est plus d'une trentaine, bah, maintenant, je trouve ça vraiment très enrichissant. Maison de santé, bonjour. Oui, d'accord, c'est le CHPO. Donc le 5 mai en VSL. Parfait, mais ça sera après-demain, madame. Au revoir, bonne journée. Maison de santé, bonjour. Bon, mais ça va être ce soir à 18h45 ou 19h même avec le docteur Kazoulourou. Allez, très bien. Oui, bonne journée. Au revoir. Maison de santé? Ah, Mon coussin de méditation. Je le mets sur la chaise, là. Parce que ça me permet d'être bien assis et d'avoir le dos plus droit. Parce que si je médite sans coussin, en fait, sur une chaise, je suis pas bien assis. Bah, je te montre, comme ça prend 2 minutes. En fait, tu as la ligne de ton bassin qui est un peu au-dessus de la ligne de tes genoux. Alors que si tu l'avais pas sur mon endroit, et du coup, ça te permet de redresser les lombaires, là. Hop, et t'es de suite beaucoup mieux assis. Et du coup, voilà, j'utilise cette position pour méditer. Donc même si c'est normal pour nous, voilà, vous aimeriez avoir un petit retour. Ouais, tout est OK, voilà. C'est vrai que nous, on appelle juste quand il y a un problème. Oui, bien sûr. Très bien. Eh bien, nickel. Voilà, parfait, très bien. Merci. Merci beaucoup. Je me suis mis, dans la mesure du possible, à augmenter le temps de consultation avec les patients l'après-midi, passer de 15 à 20 minutes, les créneaux de consultation, et 5 minutes, ça change beaucoup de choses. Une patiente qui est venue me voir ce matin, on avait passé 15-20 minutes à refaire le point sur son traitement, à l'examiner, j'avais passé la carte vitale, elle m'avait réglé. Et là, juste avant de partir, elle était encore assise, elle me dit « Alors, il faut que je vous parle de mon mari. Docteur, vous savez, il est violent et il arrive régulièrement qu'il me batte. » Et c'est une dame que je suis depuis 3-4 ans et elle m'en avait jamais parlé. Elle a dû se sentir plus en confiance. À un niveau de confiance qui lui permet de s'épancher et de
d'aborder le sujet avec moi aujourd'hui. Quand on a fini la consultation, elle m'a dit voilà, moi je vous en ai parlé, je me suis senti écouté, ça m'a fait du bien. Je dis ouais, les gens ont besoin d'amour. Ils ont besoin de beaucoup d'amour. Je suis désolé, je m'enflamme. Ça va les petites là? Je vous ai pas pris de café, tiens. Ça va? Oui, c'est vrai. Ça va? Bien. Ça va? Ça va bien. Stress. Oui et non. Je sais ce que je fais dans ma pratique. Je sais ce que j'attends. Je sais ce que j'aimerais. Maintenant, c'est subjectif, c'est propre à chacun. Donc en fait, je pense que ça va bien se passer. Oh, je suis bien Forcément stressée, en fait, c'est la pression interne en fait, de moi-même. En fait. C'est bienveillant, il n'y a pas besoin que ça se passe bien. Et en fait, c'est fort, enfin, c'est un schéma qui est profondément ancré. Je m'appelle Florent Cazot-Leroux et je vous présente mon mémoire pour l'obtention du diplôme méditation, gestion du stress et relations de soins. Comme tous les professionnels de santé ici, on est venus tous avec notre petite valise, du savoir, des connaissances techniques, du savoir-faire. Voilà. Mais finalement, on se rend compte au travers de notre expérience personnelle, professionnelle, qu'on est parfois peu outillé sur le savoir-être. La rencontre avec l'hôpital n'a pas été si simple, et avec la faculté aussi, puisque j'ai été confrontée aux difficultés qu'on connaît de l'hôpital en France en ce moment. Puis il y a eu aussi la compétition dans les études de médecine où au début c'était très festif et tout ça, puis rapidement je trouve qu'il y a grandi un peu une atmosphère de compétition, de concurrence, et moi j'étais pas trop venue chercher ça. Enfin, je pensais qu'en faisant médecine j'aurais juste un environnement très bienveillant. J'ai toujours été un médecin en fait sensible à la souffrance des gens que je soignais, mais quand j'étais jeune ça glissait un peu sur moi. Et puis en revenant sur les bancs de la fac, je m'étais dit, voilà, alors on va nous apprendre comment on prend soin des autres un peu mieux, trouver des solutions, parce qu'il faut forcément trouver des solutions. Quand on fait une consultation, il faut trouver la solution. Puis finalement, en fin d'année, j'ai un peu complété mon schéma en disant que finalement, méditer, c'est pas être que dans son esprit, mais c'est aussi être dans son corps, et que le corps faisait partie intégrante de nous-mêmes. Le fait de pouvoir partager parfois un petit peu de notre humanité avec le patient et que ce n'était pas complètement interdit, contrairement à ce que j'avais pu retenir de ce que j'avais retenu à la fac, de ce que j'avais compris à la fac. Donc j'ai compris que j'avais besoin de créer, d'avoir vraiment pour moi un espace de soins, de douceur, d'apaisement. Et puis ça a été l'occasion de réaliser que prendre soin de moi n'était pas une option. Sans influence de ce DU, je ne vois pas comment je pourrais continuer à travailler sans apporter cette nouvelle touche à mon travail. Et si j'avais un plaidoyer, ce serait de peut-être placer cette formation, qui est une formation universitaire complémentaire, un choix, mais en tant que formation initiale au sein des études médicales, je pense que ça rendrait service à beaucoup de futurs soignants. Quand nous, on a eu l'autorisation d'ouvrir le DU, d'autres facultés, d'autres universités ont démarré. Dans les facs de médecine, il y en a une dizaine qui ont monté des diplômes universitaires sur ces questions-là. Après, est-ce qu'il faut que 100% des soignants soient formés à ces approches? Peut-être pas.
Moi, je ne suis pas pour une obligation ou une intégration obligatoire, mais parce que je ne crois pas qu'on puisse obliger les gens à pratiquer la méditation. Ça me paraît totalement exclu. Par contre, en avoir entendu parler suffisamment pour pouvoir, pour que les patients sachent qu'ils peuvent échanger avec leurs professionnels de santé sur des questions qui ne sont pas la santé allopathique classique, ça c'est très important. Si on veut prendre en charge les patients de manière globale, on ne peut pas ne pas s'intéresser à la moitié des pratiques auxquelles ils recourent pour aller mieux. C'est pas possible.